Jean-Marie Roire, bonjour. Bonjour. Vous signez un nouveau roman, Mes révoltes, aux éditions Gallimard. C'est le roman des batailles et des révoltes d'une vie, la vôtre, la déchéance, les illusions, la force du destin. C'est votre histoire, mais c'est quelque part celle de chacun. C'est à la fois très personnel, mais on va voir que c'est aussi assez universel. Jean-Marie Roire, comment ce thème de la révolte s'est imposé à vous? Eh bien, c'est imposé très tôt, mais ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Je parle de ma vie, je parle de certains épisodes de ma vie que j'ai choisi parmi les moins ennuyeux, les plus amusants et les plus intéressants. Mais c'est vrai que mon but était universel. Je tends à l'universel et je trouve que c'est la vocation de l'art et de la littérature. Donc c'est essayer à travers soi, c'était le projet de Montaigne d'ailleurs qui parle beaucoup de lui-même, mais en fait il parle d'une sorte d'archétype à travers lui-même qui est l'humanité. Donc ce but a été, à travers des éléments de ma vie, d'essayer de voir en quoi cette vie pouvait recouper celle des autres, pouvait être en même temps un enseignement pour les autres, parce que je crois que à travers les très grands bas que j'ai éprouvés, les hauts aussi, il y a quelque chose, il y a un enseignement. Et l'enseignement, c'est à la fois sur le plan du caractère, la persévérance, l'obstination, qui m'a amené à m'obstiner quand j'ai raté mon bac plusieurs fois, à m'obstiner quand mon premier roman a été refusé 13 fois, à m'obstiner pour rentrer à l'Académie française. Voilà, l'obstination. Et en même temps, l'idéal. Voilà, je crois que j'ai été sauvé, je suis un miraculé de la culture générale. Et la littérature montrait à quel point la littérature peut vous sauver personnellement, et vous entraîner dans un monde à la fois merveilleux et peut-être aussi utile. Alors, dans ce roman, même si effectivement le mot roman est très personnel, vous commencez par ce qui d'habitude est le signe de la fin, la déchéance. Est-ce que ça veut dire que quand on commence bas, on finit haut? Non. Non, parce qu'on peut commencer bas et finir bas. Non, la déchéance, c'était en effet mon obsession, dans la mesure où j'étais dans une famille très particulière, puisque c'est une famille qui est à la fois, qui tenait un peu le haut du pavé à la fin du 19e siècle et du 20e siècle, et au début du 20e siècle, une famille à la fois de grands bourgeois, très argentés, et très amoureux des arts, et eux-mêmes artistes, puisque mes deux arrière-grands-pères étaient peintres. L'un avait un hôtel particulier à côté d'ici, l'autre avait un hôtel particulier rue de Lisbonne. Donc ils étaient vraiment amis, tous les deux amis de Degas. Les enfants ont fait des alliances avec la fille de Berthe Morisot, Julie Manet. Donc mon grand-père, pour son mariage, avait comme témoin Maurice Denis et Degas. Donc vous voyez, c'est une famille qui était vraiment assez opulente. Oui, quand vous le décrivez comme ça, on n'a pas envie de vous plaindre. Et d'ailleurs, c'est pas me plaindre. L'idée de me plaindre ne m'est pas venue, non. C'est l'idée disons, de saisir la vérité. Voilà, c'est ce qui m'intéressait. Et cette vérité, c'était qu'au sein de cette famille, à la fois avec un certain prestige, et puis on vient de publier, la Poste vient de publier un timbre à l'effigie d'Henri Roire, mon arrière-grand-père, donc oui, il occupait une place importante. Non, c'est que moi-même, pour des raisons un peu compliquées, mes parents étaient complètement fauchés. Mon père était peintre, et d'ailleurs vous voyez ces tableaux qui sont autour de vous. Et donc, c'est vrai qu'il y avait un mouvement de la famille vers la chute. Vous savez, c'est la chute de ces familles bourgeoises. Voilà. Et comme en plus j'étais nul en classe, eh bien, il y avait la menace de la déchéance sociale
prolétarisation et d'échéance aussi sur le plan personnel. J'étais un adolescent compliqué. Oui, puis enfin, vous avez vécu une forme d'abandon. Voilà, et puis avant, parce que j'ai connu une forme d'abandon, parce que mes parents m'avaient confié à des pêcheurs de l'île de Noirmoutier pendant 4 ans, et donc j'avais un sentiment de frustration affective, voilà. Enfin, beaucoup de problèmes que connaissent énormément d'adolescents, mais qui chez moi étaient peut-être exaltés par la littérature, parce que j'étais un grand lecteur, et donc non seulement j'avais mes propres problèmes, mais j'avais les problèmes des autres, c'est-à-dire des héros de Dostoïevski, des héros de Mauriac, des héros de Stendhal. Donc j'étais à la fois, non, c'était un tohu-bohu intérieur extrêmement fort. Et là, en effet, je ne parle même pas du suicide, de la tentation du suicide et de beaucoup de choses. C'est vrai que j'étais mal parti et je risquais, en effet, j'étais fasciné par cette idée de la déchéance et par l'obsession d'échapper à la déchéance. Alors justement, réagir à son milieu, à ses origines, à ce père qui ne fait rien contre la misère économique dans laquelle vous étiez, c'est la première de vos révoltes. Vous commencez ce roman par des scènes donc à Noirmoutier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel point vous avez souffert de cela? Alors oui, j'ai souffert d'être humilié et surtout de voir mes parents humiliés. Parce que être pauvre, après tout, tout dépend dans quel contexte on est. Quelquefois, tout dépend dans quel lieu on est. Par exemple, je dirais, les gens à qui j'étais confié à Noirmoutier étaient pauvres, c'était des marins-pêcheurs, mais ils vivaient dans un contexte social, de solidarité, de culture vivrière, ils cultivaient les fameuses pommes de terre de Noirmoutier, ils allaient à la pêche, et vraiment, ils avaient beau ne pas avoir ni d'eau courante, ni de gaz, ni d'électricité, j'avais pas le sentiment que c'était malheureux, j'avais pas le sentiment que c'était la misère. Ils étaient pauvres, mais ils n'étaient pas misérables. Donc c'est très différent. L'absence d'argent à Paris revêt tout à fait quelque chose de différent. Mais c'est vrai que je suis très heureux d'avoir connu cette expérience, même si elle m'a marqué sur le plan affectif, certainement, l'absence de ma mère et de mon père m'ont marqué. Mais je n'ai pas cherché, au fond, à les causes des choses. Moi, c'est le cas dans ma vie, j'ai toujours accepté ce qui advenait en me disant c'est mon destin. Voilà, c'est mon destin. Mais en même temps, et c'est peut-être le paradoxe de ma personnalité, c'est que je faisais tout, j'exerçais ma volonté pour essayer de me sortir de mes ennuis, de me sortir de mes marasmes et d'essayer d'atteindre un but imaginaire qui était un but un peu balsacien, d'être un peu, je ne dis pas d'arriver à Paris, mais parce que ce n'était pas exactement arriver à Paris. Je ne voulais pas seulement un statut social, je voulais surtout parvenir à cet idéal d'écrivain qui était pour moi le sens de ma vie. Je me disais, ce que je veux, c'est devenir un écrivain. Alors, dans cet espoir, il y a beaucoup de rêves. Vous parlez en disant que le rêve est la principale occupation de ma vie. Et notamment, dans cette jeunesse, il y a l'évasion. L'évasion dans ce château du Ménil qui est près de Meulan, dans la vallée de la Seine. C'était pour vous le domaine du rêve? Oui, c'est-à-dire il y a une partie de ma famille qui était une partie, alors là, très argentée, et très reliée directement au génie de l'impressionnisme. C'est-à-dire c'était mon grand-père qui possédait des tableaux de Corot, des tableaux de Maurice Denis, et c'était ma tante Julie Manet, la fille de Berthe Morisot, qui possédait ce château du Ménil acheté par Berthe Morisot sur le conseil de Mallarmé. Et c'est sûr que, sortant de l'univers étriqué de mes parents, de Montparnasse, aller chez mon grand-père qui habitait sur le Champ de Mars, ou aller chez ma tante Julie, dans le château de Ménil, subitement c'était une aération. Et puis tous vivaient d'une façon désinvolte, insouciante, enfin insouciante sur le plan matériel, alors que
dans ma famille, je voyais les problèmes de fin de mois, les difficultés financières. Donc c'était une aération. Et puis, ce qui avait de merveilleux aussi, c'est que c'était ce lien direct que j'avais par mon grand-père, qui avait été éditeur, qui avait connu Paul-Jean Toulet, qui avait connu très bien Barrès, ou par ma grand-tante Julie, qui avait été élevée par Mallarmé, qui lui adressait des poèmes. Ici, l'humble greffier atteste la mélancolie de ne pouvoir orthographier Julie autrement que jolie. Donc, je pouvais parler avec cette tante, Julie, qui m'a élevé, qui a un peu subventionné mes études. Et donc, j'avais l'accès direct à Mallarmé, à Baudelaire, à Manet, à Berthe Morisot, à Renoir, bien entendu, puisque Renoir était un des hommes qui avait le plus compté dans ma famille, puisque ma grand-mère était peinte par Renoir. C'est une des jeunes filles au piano qui est maintenant au musée de l'Orangerie. Et Julie a été peinte également par Renoir. Donc, c'était vraiment une sorte de libération, si vous voulez, d'aller dans ces deux endroits. Mais ma principale libération, c'était, comme vous l'avez dit, le rêve, et le rêve à travers, sous-tendu par les livres, par la littérature. C'est grâce à la littérature que non seulement je m'élevais de ma condition, mais en plus, ça me donnait un avenir, ça me donnait des perspectives d'avenir. Alors curieusement, en fait, vous qui avez vécu dans ce monde d'images, de peinture, ce n'est pas l'image et la peinture qui vous a donné ce goût de la littérature, c'est le son. Le son de la radio que vous écoutiez avec votre maman. Comment la radio vous a ouvert cet horizon inconnu? Alors, c'est pas seulement la radio n'était que le véhicule. La radio transmettait l'émission s'appelait Rendez-vous à 5 heures, et il y avait une actrice, Nathalie Dorval, qui lisait un livre. Voilà. Et c'est ce livre qui, pour ma mère et pour moi, était l'occasion d'une évasion dans des milieux complètement différents. En général, c'était des romans anglais. Et tout de suite, j'étais saisi par une sorte de, je ne sais pas comment définir, j'étais saisi par une sorte de fascination pour ces mots qui réussissaient à plonger si profondément dans les âmes et à exprimer les âmes et à exprimer des destins. Voilà, ça m'a passionné, et c'est peut-être de là que date en effet mon goût pour la littérature. Mais je dois dire, il faut aussi se dire que j'avais deux arrière-grands-pères qui étaient peintres, un père qui était peintre, un oncle qui était peintre, ma grand-tante était peintre. Donc j'avais aussi envie d'un peu de nouveauté. Voilà. Et la littérature m'apportait cette nouveauté à l'intérieur de ce qui compte énormément pour moi, c'est le monde de l'art. Alors, vous avez parlé de cet intérêt pour la destinée, pour ces forces qui nous traversent. Vous avez été biographe de Napoléon avec sa destinée, et vous avez fait un personnage à la manière des guides de développement personnel. C'est lui qui vous a sauvé, dites-vous. Comment Napoléon peut nous sauver? C'est une forme de miracle. Parce que, comme je vous le disais, j'étais dans l'adolescence quelqu'un de tourmenté, de désespéré. Je ne voyais pas comment j'allais pouvoir me sortir de cette déchéance qui m'entraînait. L'exemple de Napoléon, la lecture de sa correspondance avec Joséphine et les malheurs qu'il a éprouvés, subitement j'ai senti une forme de fraternité. Voilà, une sorte de fraternité avec Bonaparte. En toute modestie. En toute modestie, mais vous savez, à partir du moment où on a cette passion pour les grands hommes, c'est pas pour dire je ressemble à Napoléon, c'est pour dire ces grands hommes sont utiles. Ils sont utiles parce qu'ils nous influencent et ils nous permettent d'éviter certaines erreurs et de nous accrocher à l'infini. Je crois que c'est ça qui était important. Et d'ailleurs, ensuite, quand Napoléon a donc Bonaparte occupé une grande place dans ma vie, moi-même, je ne suis pas très militariste, je veux dire. Je n'aime pas les guerres, je suis très pacifiste. Mais Napoléon, c'est autre chose. C'est une magnifique ambition, d'ailleurs,
Il hante tous les personnages de Balzac. Et donc c'est pour ça que bien plus tard, j'ai écrit ce texte sur Napoléon, c'est une sorte de biographie. Et Jean d'Ormesson, que ce livre avait beaucoup amusé, avait écrit dans le Figaro Magazine, ce livre n'est pas une biographie, c'est une autobiographie. Ah. Alors, dans ces aspects autobiographiques, il y a quelque chose d'étonnant dans votre vie, c'est que, vous le dites, vous vous êtes en permanence senti le jouet de forces obscures. Est-ce que vous pouvez nous expliciter? Mais je ne suis pas le seul. Je crois que nous sommes tous les jouets de forces obscures. Alors, on s'en rend plus ou moins compte. Mais c'est sûr que tout un aspect de notre vie n'est pas du tout rationnel. D'abord, il y a le mystère. Pourquoi est-ce que nous laissons dans telle famille plutôt que dans telle autre? Pourquoi est-ce que nous avons des dispositions, des vocations pour telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que nous tombons amoureux de telle ou telle femme? Pourquoi est-ce que cette femme ne tombe pas amoureuse de vous ou tombe amoureuse de vous? Enfin, tout ça, c'est de l'ordre de l'irrationnel. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup fréquenté les voyantes, les astrologues, parce que je sentais qu'ils me permettaient d'avoir un accès à l'irrationnel, aux forces obscures. Bon, je crois aux forces obscures, je crois toujours, et je crois aux esprits, je crois à la permanence de l'esprit. Et vous êtes très mitterrandien en cela. Mais Mitterrand s'inspirait de beaucoup d'autres, vous savez. Et je crois en effet aux forces de l'esprit. Et ces forces de l'esprit m'ont sauvé. J'ai été sauvé parce que je suis un miraculé de la culture générale. Comment est-ce que cet élève vraiment pas moyen, nul, qui avait du mal à avoir son bac, qui a raté sa première année de droit, sa première année de lettres, eh bien, a réussi au fond à essayer de conjuguer ses échecs vers, je ne dis pas le succès, mais vers une forme de reconnaissance littéraire, eh bien, c'était pas de la tarte. Alors, vous qui avez beaucoup fréquenté les astrologues ou les cartomanciennes, on a envie de vous demander, a posteriori, est-ce qu'elles ont vu juste? Et alors, notamment, j'ai envie que vous nous parliez d'une certaine que vous avez rencontrée à Salvador de Bahia. Ouais. Alors, il ne faut pas juger, c'est un peu comme pour la psychanalyse, il ne faut pas juger les praticiens de la psychanalyse, les psychanalystes uniquement sur le résultat. C'est un cheminement, vous savez, c'est un cheminement, et d'ailleurs, à un moment, Freud avait eu en psychanalyse quelqu'un qui avait sauvé, je ne sais plus quelle maladie mentale, et au bout après l'analyse, le patient revient le voir et lui dit « mais je suis toujours malheureux ». Je dis « mais comment je vous ai fait échapper à une terrible maladie mentale, et maintenant, ce que vous éprouvez, c'est un malheur normal. » Voilà. Ah. Et eh bien, je crois que c'est la même chose. Je crois que dans ce domaine, c'est quelque chose de tout à fait... Il y a un malheur qui est tout à fait normal. Voilà. La voyante de Salvador. Oui, la voyante de Salvador. Alors, donc j'étais au cours d'un voyage de presse, à l'époque où je me présentais à l'Académie, et tout le monde se moquait un peu de moi, ce qui est normal. Quand on se présente à l'Académie, tout le monde se moque de vous, et c'est normal. Et on passe... Parce que vous étiez très jeune, en fait, très jeune, il y avait de la prétention dans ça. Pas de la prétention. Prétention, c'était pas... Non. Ça suscitait les jalousies. J'ai plein de défauts, mais je ne suis pas prétentieux. Je ne suis pas prétentieux, je crois. Mais j'en ai d'autres. Hein. Je suis prêt à vous en faire la liste. Mais il y avait ce côté, en effet, un peu fou, un peu Don Quichotte, de faire des choses qu'on ne fait pas à cet âge-là. Et donc, nous passons devant cette voyante, et de Condemblé, donc une femme très opulente, une énorme poitrine, tout en blanc. Et elle jetait les coquillages, et elle lisait, tour à tour, le journaliste, qui faisait partie de ce voyage, leur avenir. Et quand j'arrive, elle jette ses coquillages, et bien sûr on traduisait, parce que c'était en portugais, en brésilien, et on jette les coquillages, et elle dit « Oh, je vous vois bientôt entouré de 40 perroquets verts. » Voilà, alors tout le monde a ri, bien sûr,
Et puis ça s'est réalisé. Ouais. Voilà, je me suis retrouvé au milieu des cordes. Mais disons, ce qui m'a intéressé dans la voyance, c'est ce jeu permanent avec la vie. Alors, certaines prédictions sont réalisées, certaines très précises. Mais même celles qui ne sont pas réalisées, elles me permettaient, au fond, de jouer, de me dire, vous savez, il y a quelque chose d'enfantin dans le puéril chez les écrivains. Au fond, ils se font tout un cinéma de leur vie. Et je crois que chez les plus grands, ça donne Malraux. Il s'est fait un cinéma de sa vie. Et donc, ces jeux de rôle, si vous voulez, c'est important. Il y a quelque chose chez le romancier, il veut jouer avec sa vie. Voilà. Et ça donne des éléments à ce jeu avec la vie. Donc, jeu voyante sans forcément y croire. Ce qui m'intéressait, c'était d'être en face de quelqu'un qui avait le don de percer la réalité et à travers cette réalité, essayer de saisir des signes. Et je crois énormément aux signes. D'ailleurs, il y a une phrase de Paul Jean Toulet qui disait « Ô vie, tu n'es que signe, masque et symbole, et peut-être qu'un jour, nous saurons de quoi. » Eh bien voilà, ce livre, mon livre, Mes révoltes, c'est un peu un livre dans lequel j'ausculte les signes de ma vie, pour savoir qu'est-ce que ça signifie. Alors, vous parlez de signes. Dans le chemin d'une vie, il y a des rencontres. Paul Éluard dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres ». Vous en faites une au moment du bac. Alors, je crois que vous avez passé plusieurs fois le bac et vos parents vous mettent dans ce qu'on appelle une boîte à bac, avenue de la Bourdonnais. Et là, vous avez un professeur de français, Jean Kahn, le père d'Axel et de Jean-François, qui vous suit dans la passion de la littérature, qui vous initie, en tout cas qui vous stimule. Mais sa passion est plus personnelle. Où va vous mener cette passion commune? Alors, ça c'est un des épisodes un peu troubles de ma jeunesse. Pardon. C'était un peu avant le bac, c'était en classe de 3e. Et j'ai fait cette rencontre avec ce professeur qui était directeur de ce collège, qui était un homme tout à fait remarquable, d'une culture extraordinaire. Et moi-même, à ce moment-là, j'étais un lecteur assidu, un lecteur complètement fou. Et cette rencontre, c'est vrai que pour lui comme pour moi, j'ai découvert finalement l'homme idéal que je recherchais, une sorte de complément du père, parce que mon père était tourné vers la peinture, mais la littérature l'intéressait beaucoup moins. Et là, j'ai trouvé vraiment une sorte de connivence, de partage extraordinaire de goût littéraire. Voilà, donc de la part de l'un et de l'autre, ça a été une forme de révélation. Et ce qu'il y a de bizarre, c'est le comportement, au fond, de ce professeur qui rêvait de l'élève idéal et ne le trouvait pas. Parce que vous savez, la littérature, c'est pas franchement le... Oui, le but était à tout prix d'avoir le bac ou voilà, le diplôme. Mais les adolescents n'étaient pas très dégrossis. Et il se trouve que moi, j'étais vraiment, pour lui, quelqu'un de... Alors il me gardait après la classe, il y avait entre nous, je vous dis, une très grande connivence, quelque chose, une sorte de... On voyait la vie de la même façon, enfin c'était très important. Et je pense que ce penchant pour moi, c'est accru au fur et à mesure. Je ne veux pas dire que j'étais irrésistible, mais en effet, jusqu'au jour où il y a eu un changement, parce qu'il y avait un autre élève, qui est un de mes amis, et voilà. Il a tout de suite suspecté une liaison entre ce garçon et moi. Enfin, bref, c'est arrivé une chose très très bizarre, c'est que il m'a convoqué avec la directrice et il m'a fait renvoyer pour homosexualité. Alors c'était bizarre parce que d'abord, je n'étais pas homosexuel, et d'ailleurs ça a été vérifié par la suite parce que beaucoup de psychanalystes sont posés, sont penchés sur mon cas et je ne suis pas homosexuel. Et disons,
c'était un geste que j'ai essayé d'interpréter, mais je crois que c'est plutôt un geste de m'avoir voulu m'écarter de lui-même pour ne pas risquer, au fond, une tentation qui a pu le traverser. Je n'en sais rien, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est marquant. Ce renvoi pour homosexualité a beaucoup choqué tout l'entourage, son entourage et l'entourage de ma famille, parce que de toute façon, même si j'étais homosexuel, ce n'était pas une raison de me renvoyer. Voilà. Donc il y avait autre chose. Mais étrangement, je ne lui en ai pas voulu. Je ne lui ai pas voulu parce qu'il m'avait trop apporté, il y a eu trop de liens, j'ai eu trop de liens avec lui dans ma formation intellectuelle, dans ma formation littéraire. D'ailleurs, je suis allé le revoir plus tard. Alors justement, journaliste au Figaro, vous revenez le voir, et... Oui, je reviens le voir et je sens, bien sûr, pas un malaise, parce qu'il se rendait compte de son erreur, surtout de son erreur de m'avoir, disons, renvoyé injustement. Enfin, oui. Et ça, c'était, là aussi, ce procès qu'on m'a fait dans ce collège pour me renvoyer, ça a été vraiment le début aussi de ma rencontre avec la société, avec une société dont je me suis dit, la société des adultes est essentiellement injuste. Donc ça me préparait à mener beaucoup de combats plus tard contre l'injustice. Mais sa vie ensuite, il s'est suicidé, donc c'est vrai, il y a eu quelque chose de douloureux. C'était d'ailleurs un personnage douloureux et dramatique. Alors, ces premières étapes de la vie, le choix de vouloir écrire un roman, de commencer dans la littérature, l'aventure que vous avez vécue va vous mener au journalisme. Le journalisme qui va vous sauver du désastre d'un premier roman refusé par les maisons d'édition. Et là, en fait, vous rentrez dans cette ruche qui est le monde du journalisme et du Figaro. Comment s'y faire une place quand on est si jeune, même si on est bourré de talent? Vous étiez pistonné? Oui. Non, j'étais, là encore, pistonné par la famille impressionniste, puisque ma tante, une de ma tantes, était très amie de Jean Renoir, et que Jean Renoir avait un filleul qui dirigeait le Figaro. Voilà. Donc, on m'a pris comme stagiaire, voilà, mais en me demandant de faire mes preuves. Et là, il s'est produit quelque chose de tout à fait bizarre, c'est que moi qui avais été inadapté, tout ce que j'avais fait, inadapté à l'école, inadapté à tout ce qui était pratique, enfin vraiment j'étais lourdement handicapé, eh bien le journalisme, subitement, je me suis révélé un assez bon journaliste. C'est pas de la prétention, mais c'est une constatation. C'est vrai que ça correspondait exactement à ce que je voulais faire. Quelque chose de à la fois un peu intellectuel, un peu artistique, un peu empirique. Et puis, alors j'ai adoré le journalisme, j'ai adoré ce métier. Et tout de suite, j'ai vu qu'il pouvait occuper une place très importante dans ce qui me turlupinait, c'était la défense de l'injustice, la défense des victimes de l'injustice. Voilà. Alors on va en parler, ça fait partie de vos combats et de vos révoltes. Dans ce journalisme, vous décrivez les grandes figures qui sévissaient au Figaro à l'époque, donc François Mauriac, mais Raymond Aron. Raymond Aron, figure tutélaire, qui fait partie de ces personnages que vous admirez, et pourtant, vous en faites un portrait extrêmement sévère. Votre question, c'est comment peut-on se contenter d'une seule dimension de l'intelligence? Oui, j'admirais énormément Raymond Aron, c'est un personnage tout à fait admirable, dont l'œuvre est incontestable. Mais c'est très différent quand vous fréquentez un grand esprit, surtout dans des périodes difficiles. Dans des périodes calmes encore, les gens ne se révèlent pas complètement, mais dans des périodes difficiles. Et là, donc, je montre un Raymond Aron, à la fois ambitieux, mais ne voulant pas avouer son ambition, très méprisant avec les journalistes, se sentant très supérieur, et je montre son comportement, et y compris son comportement vis-à-vis de moi. Parce que moi, je m'étais lancé toujours dans la même perspective de défendre
des victimes de la justice contre j'avais défendu un homme qui était victime des grandes compagnies pétrolières, parce que c'était un énorme scandale à l'époque. Et Raymond Aron, qui avait la science infuse, a décidé que ce que je disais était idiot. Alors, ça a été un débat terrible, y compris parce que Jean d'Ormesson s'en est mêlé. Donc, et Jean d'Ormesson disait, tu peux quand même pas me dire que Raymond Aron est un imbécile. C'est-à-dire de dire, c'est toi l'imbécile. Mais j'avais raison. Alors évidemment, c'est très mauvais pour la santé de se dire qu'on a raison contre Raymond Aron, mais j'ai eu complètement raison. Et Raymond Aron, très idéologue, mais pas concret, ne connaissant rien au problème de la justice et d'une affaire judiciaire, eh bien, je l'ai emporté largement, et ce qui fait qu'on s'est beaucoup, disons, beaucoup de divergences et de quelques mots entre nous. Et puis finalement, après, c'était l'arrivée de Robert Hersan-Fierro. Il a pris position en faveur de Robert Hersan. Là encore, il s'est trompé, parce qu'il est obligé de partir 3 mois plus tard. Comme il s'était trompé sur De Gaulle au moment à Londres, voilà. Mais ça n'empêche pas, il a pu se tromper. C'est quand même un homme que j'estime remarquable. C'est pas... Et non, on m'a beaucoup reproché de dire du mal de quelqu'un d'aussi remarquable. Ça n'a rien à voir. La littérature, c'est pas la mondanité. D'ailleurs, pour Jean d'Ormesson aussi, pour lequel j'ai eu alors là des liens, avec lesquels j'ai eu des liens beaucoup plus forts qu'avec Raymond Aron, et que j'ai aimé, alors là vraiment fraternellement, je suis aussi un peu sévère. Je suis sévère non pas par goût de la sévérité, moi je suis dans la compréhension, je suis dans l'œcuménisme, non, mais parce que la littérature, c'est la recherche de la vérité, c'est pas la mondanité. La mondanité, ça consiste à dire tout le monde est bien, formidable. C'est pas le domaine de la littérature. Alors, c'est pas le domaine de la littérature, effectivement, et pourtant, le lapsus. Et pourtant, Jean-Marie Roire, votre esprit de facétie, votre ton badin, fait parfois qu'on a l'impression que tout glisse sur vous. Pourtant, vous avez songé au suicide à l'âge de 20 ans. Vous en avez même fait un livre, Ils ont choisi la nuit. Vous avez évoqué dans ce livre Drieux-La Rochelle, Napoléon qui a été tenté, Jean Séberg. Qu'avez-vous appris du secret de la tentation du suicide? Eh bien, je crois que ce qui m'a permis d'apprendre quelque chose sur le suicide, c'est d'écrire. Moi, j'ai toujours, au fond, mes connaissances, même mon intelligence, si tant est que j'en ai une, ça a été de me pencher sur les autres, et notamment sur les gens qui s'étaient suicidés. Et j'ai compris que, au fond, c'était des gens très proches, qui étaient des amoureux de la vie. Mais ils plaçaient la vie trop haut. Ils plaçaient la vie telle qu'ils la concevaient, la vie vivable pour eux, à un très haut niveau. Et c'est de cette espèce d'abîme entre les deux, entre la façon dont ils voyaient la vie et la vie concrète, qui les amenait à cet acte irréparable. Néanmoins, j'ai voulu aussi dans ce livre dissuader les adolescents qui sont tout adolescents, toute adolescente, eh bien, toujours fascinés par la question du suicide. C'est la question de la liberté, c'est la question de... Donc mon livre n'était pas du tout l'apologie du suicide. Pas du tout. Non, c'était au contraire une sorte de désir de conjurer vraiment toute idée de suicide. Et je dois dire, depuis ce livre, moi-même, j'ai complètement... Ça m'a guéri de ces tentations. Et je pense que c'est un des bienfaits curatifs de la littérature, d'essayer de se purger d'idées malfaisantes, même si je garde beaucoup de respect et d'estime pour les gens qui se suicident. Je n'ai pas de jugement. D'ailleurs, c'est vrai, je crois, à l'intérieur de tout ce livre, je ne suis pas dans le jugement, je suis dans les impressions, je donne mes impressions sur les gens, je donne ma vérité sur les gens. Mais loin de moi l'idée de dire le bien est de ce côté-là, le mal de l'autre côté.
dans les éléments qui vous aident, il y a le spirituel. Votre relation au spirituel, vous en avez souvent parlé, et vous êtes allé récemment, il y a peu, 3 jours et 3 nuits, à l'abbaye de La Grasse, dans les Corbières. Vous en avez tiré un texte dans lequel vous faites le lien entre la création artistique qui est la vôtre et la vie spirituelle. Quel est ce lien? Bien, écoutez, il me semble que beaucoup d'artistes ont poursuivi une quête du spirituel à travers leur œuvre. Il me semble que, par exemple, quelqu'un chez qui le spirituel n'est pas très visible, c'est Proust. Et pourtant, la façon dont il se consacre à son œuvre, à l'écriture de son œuvre, la passion qu'il a pour la littérature, je pourrais dire que c'est l'œuvre littéraire et le canal de dérivation de la vie spirituelle. Je crois qu'il y a un lien. Il y a un lien entre cette espèce d'aspiration à écrire une œuvre, à façonner quelque chose qui vous dépasse et qui est à la fois quelque chose de personnel, mais quelque chose de personnel au service des autres. Et il y a une forme de transcendance dans la création littéraire. Et donc, on le voit très bien chez Proust, mais enfin, on le voit chez beaucoup d'écrivains, chez Maupassant. On voit que, au fond, l'homme qui paraît parfois un peu terre-à-terre dans sa vie personnelle, au fond, cette œuvre lui permet une sublimation. Donc, c'est vrai que moi, je suis, même si je suis d'une famille très chrétienne, catholique, bon, j'ai pris beaucoup de distance, je ne suis pas très pratiquant. Néanmoins, quand j'écris, j'ai le sentiment que quelque chose de spirituel me traverse, et j'essaie, même dans des livres qui peuvent apparaître comme des livres vraiment sur le plan amoureux, sur le plan érotique, peuvent paraître très éloignés de la religion. Néanmoins, j'ai le sentiment qu'à chaque fois, je cherche cette élévation, je cherche cet infini qu'il y a évidemment dans la spiritualité. Alors, venons-en à quelques-uns des combats et des révoltes qui ont tourné autour de la question de la justice que vous évoquiez. Dans ces combats, dans ces engagements, il y a une affaire dans laquelle vous avez pris parti. C'est une histoire d'amour qui pourrait ressembler à celle de Brigitte et Emmanuel Macron. C'est l'affaire Gabriel Russier. Pouvez-vous rappeler rapidement quelle était cette histoire et quelle est votre prise de position au sein d'un journal conservateur? Eh bien, c'était dans 1969, c'était à mois de juin, et une jeune femme, professeure, Gabriel Russier, était tombée amoureuse d'un garçon qui était dans sa classe, qui était en 3e, qui avait 16 ans, je crois, ou 17 ans. Et elle est tombée amoureuse de lui, ils ont entamé une liaison, et au fond, il n'y aurait pas eu vraiment de problème si les parents du garçon n'avaient pas déposé plainte. Alors c'était curieux parce que c'était des gens plutôt de gauche, c'était des communistes. Et on était en 69, après 68. Oui, et ils ont déposé plainte, et à ce moment-là, la justice s'est mise en branle, et ça a été le début de l'affaire Gabriel Russier, qui a donné lieu à une déclaration de Georges Pompidou beaucoup plus tard, je crois au mois de novembre, décembre. Je l'ai noté parce que, alors, suite au suicide de Gabriel Russier, lors d'une conférence de presse, Georges Pompidou dit « Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup, eh bien, comprenne qui voudra. » Il cite alors Paul Éluard. « Moi, mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus, celle qui ressemble aux morts qui sont morts pour être aimés. » Oui, c'est une belle épitaphe, mais on peut regretter qu'il ait fait si tard. Parce que moi, mon engagement, je ne veux pas dire que je suis supérieur à Pompidou, mais mon engagement, c'est quand elle était vivante. J'ai fait au cœur de l'affaire. Oui. J'ai fait cet article au mois de juillet, début juillet, elle venait d'être
inculpé pour dire que c'était un scandale. Je l'ai fait à la une du Figaro. Donc, je regrette qu'il ne se soit pas ému plus tôt, que les gens ne se soient pas émus plus tôt. Parce que, et ensuite, quand elle s'est suicidée, un mois plus tard, donc j'ai refait des articles, mais enfin c'était terminé, on pouvait. Donc, c'est très joli les hommes politiques, mais enfin, ils arrivent toujours un peu tard. On aurait aimé, et d'ailleurs, ça posait un problème très complexe, puisque c'est le problème de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Je veux dire, je vois pas très bien en quoi il pouvait intervenir. Parce que, bon, donc on va revenir sur cette affaire de récupération par les politiques de cette affaire effroyable. Mais ce qui m'est apparu à ce moment-là très clairement, c'est à la fois dans cet article que j'ai écrit, et qui étrangement a amené ma rencontre avec Jean d'Ormesson, parce que à cause de cet article, il m'a appelé pour m'inviter à déjeuner, et c'est là que nous avons noué notre amitié. Mais ce que ça m'a révélé, c'était que la littérature pouvait avoir un lien avec la justice. Voilà. Et ça a été pour moi une sorte de révélation. Je me suis dit, voilà, ce que je recherchais confusément, le lien entre le journalisme et la littérature, elle passait par la justice, parce que dans les deux cas, et ça c'est une conviction profonde qui apparaît dans mon livre, c'est qu'il y a un lien entre les deux. La littérature est une forme de réparation de nos rêves brisés. Nous passons notre temps à rêver à une justice idéale, à rêver à un amour idéal, à rêver à cette espèce de vie qui comblerait tous nos vœux. C'est la phrase, vous savez, de Moria qui disait « Je ne serai jamais heureux en amour, parce que quand j'écris une lettre d'amour, j'écris aussi la réponse ». Eh bien, donc, il y a une aspiration, nous avons tous une aspiration à une forme de justice, pas seulement sur le plan judiciaire, mais sur le plan personnel. Chaque jour, nous espérons quelque chose quand nous rencontrons un ami, quand nous rencontrons une femme, quand nous rencontrons nos parents. Nous espérons qu'ils vont être à la hauteur de nos rêves. Et souvent, ils ne le sont pas. Et la littérature permet de combler, parce que les héros de romans comblent nos rêves. Ils nous permettent de réparer vraiment, pas seulement, je le dis, sur le plan judiciaire, sur le plan de l'amour, d'apporter quelque chose d'idéal et de combler cette sorte de déficit que nous avons d'être vraiment blessés par la réalité. Eh bien, je crois que la littérature apporte du baume sur ces blessures. Alors, sur ce thème de la justice, vos engagements ont été multiples. La dernière fois que nous étions rencontrés, on avait parlé de l'affaire Omar Haddad. J'aimerais que, aujourd'hui, vous évoquiez un autre de vos engagements, qui est celui, peut-être qui vous a le plus révolté, c'est celui des victimes de la prostitution. Pourquoi cet engagement ? Comment vous êtes-vous trouvé confronté à cette question? D'où cela vous vient-il et quelle a été votre action? Alors, cet engagement en faveur des prostituées, il est très très ancien, mais ça vient aussi des lectures, parce que c'est vrai que Boucle de Suif, par exemple, qui est un merveilleux livre de Maupassant, montre bien la difficulté, l'horreur de la prostitution. Et l'hypocrisie de la société. Et l'hypocrisie de la société, qui va ensemble. Voilà. Et tout de suite, puisque à la fois j'étais quelqu'un qui était à la fois fasciné par la société, la bonne société, mais en même temps qui me sentait très libre vis-à-vis de cette société, qui n'acceptait pas ces verdicts, parce que je suis un peu anarchiste, voilà, de ce point de vue-là. Eh bien, j'ai tout de suite vu dans la situation des prostituées. Et puis un jour, les associations de prostitution m'ont demandé, parce que j'avais écrit plusieurs articles, j'avais défendu le livre magnifique de Tolstoï, Résurrection, eh bien ils m'ont demandé de participer avec eux à des débats et à essayer de faire avancer les choses. Et c'était l'association Jean Sel. Et puis j'ai vu ensuite l'association Aux Captifs La Libération. On a été rendre visite à des prostituées nigérianes au bois de Vincennes.
Et l'horreur de la prostitution m'est apparue. Enfin, je la connaissais, mais j'ai pu la toucher du doigt. Vraiment, c'était épouvantable. Et il y a eu, alors c'est là où je me suis séparé complètement des associations, la question de la punition du client. Voilà. Et les associations qui, à mon avis, sans se rendre compte qu'elles agissaient d'une façon moralisatrice. Et moi, ce n'était pas la question moralisatrice qui me touchait, c'était la question sociale. La condition, La oui. condition sociale, effroyable. Et là, nous nous sommes complètement séparés. Et les associations ont poussé à l'adoption de la loi qui condamne le client, sans se rendre compte qu'elles ont rendu un très mauvais service aux prostituées, qui se sont trouvées dans une situation encore pire que celle qui existait avant. Alors, arrivons à la fin de cet échange. J'aimerais que vous nous racontiez, alors, je ne sais pas si c'est une révolte, mais en tout cas, l'évolution de Jean-Marie Roire dans la société, un peu fortunée, celle que vous avez peut-être côtoyée en Corse, autour de cette sorte de phalanstère de la littérature. La littérature et la révolte, c'est l'apprentissage de la vie en société. Mais quand vous êtes reçu dans la famille Béguin, en Corse, vous ne passez pas un moment véritablement sucré. Quel est l'apprentissage de cette vie en société du jeune homme Jean-Marie Roire? Alors, je ne veux pas dissimuler mes rêves, bon, parce que j'avais le rêve d'avoir une vie romanesque, mais une vie à la fois en voyant des gens très différents. J'avais été élevé par des pêcheurs de Noirmoutier, mes parents étaient fauchés, et en même temps, j'avais connu le milieu de l'impressionnisme, et je ne connaissais pas très bien la bonne société, les duchesses, les comtesses, les vicomtesses, tout ça. Et ça me fascinait, parce que j'avais lu Stendhal et Balzac, et puis ça m'amusait, et puis il y a quelque chose d'esthétique dans cette bonne société. Il y avait des usages, il y avait une façon d'être, il y avait des déjeuners et des dîners extrêmement riches en anecdotes, très polissés. Il y a des jolies tables, il y a des femmes avec de belles robes. Enfin, je ne veux pas dire que ça ne m'ait pas plu, ça m'a beaucoup plu, mais ça ne m'a pas, disons, je n'ai jamais été complètement inconditionnel de cette société, puisque très souvent, je me suis opposé à elle dans beaucoup d'affaires judiciaires, bien entendu, y compris sur la question de la prostitution, parce que bon, ce n'était pas du tout le problème qui les préoccupait. Et donc, un jour, je suis invité à déjeuner en Corse, chez Jean d'Ormesson et chez son beau-père, qui était Ferdinand Béguin. Vous savez, l'homme très important. Béguincé, oui. Béguincé, les sucres, voilà. Et j'arrive, j'étais un peu, disons, j'étais timide, et puis on est forcément intimidé dans cette magnifique maison, une sorte de château, et de me trouver en présence de ce pater familias extrêmement imbu de lui-même et très cassant, qui terrorisait, c'est un peu un tyran domestique. Et je me mets à table, il y avait une vingtaine de personnes, une grande table, et je me mets à table, et puis je me dis, je ne vais rien dire, je suis un peu terrorisé par la timidité, et puis à un moment, je me commence à parler des livres que j'aimais, et puis la table se tait, et commence à m'écouter, et me voilà en train de parler des écrivains, Drieux-La Rochelle, Barrès, Monterland, Ragon, je parle, et tout le monde continue à se taire. Je me dis, ça y est, il m'écoute, c'est un succès. Donc j'étais très content de moi, enfin très content. Je me disais, j'ai échappé au pire, et puis à ce moment-là, le père Ferdinand Béguin, dans un silence de mort, dit, jeune homme, est-ce que par hasard, il y a un livre que vous n'avez pas lu? Alors c'était la dégringolade, c'était la gifle. Je me suis senti ridicule, tout le monde a ri d'ailleurs. La formation du jeune. Et puis au fond, je me suis dit, oui, c'est vrai que j'étais idiot. Il faut apprendre les usages de cette société. Il ne faut pas jeter à la tête des gens sa culture de bazar. Et il faut savoir dire les choses au bon moment. Voilà. Donc j'ai appris de Ferdinand Béguin. Et puis, avec le temps, ça m'a amusé. Parce qu'au fond, c'était vrai. Ce que je suis vraiment, je crois que c'est l'essentiel de ce que je suis. Ce sont les livres que j'ai vraiment adorés. Puis c'est le reflet de cet ouvrage, hein, donc Mes Révoltes, qui aussi peut se lire comme un roman d'apprentissage. Alors,
Pour finir, Jean-Marie Roy, est-ce que vous diriez, comme Camus, que ce n'est pas la révolte en elle-même qui est noble, mais ce qu'elle exige? Oui, mais enfin, moi je crois qu'il y a dans la révolte, moi j'appellerais ça plutôt l'indignation. Et je crois qu'il y a une noblesse de l'indignation. Parce que ça vous fait échapper au pire défaut humain, qui est l'indifférence. Savoir qu'il y a des gens qui souffrent et s'en fichent complètement, ça, je ne trouve pas ça très noble. De choses nobles, c'est de s'en rendre compte, de souffrir d'abord pour ces gens. Romain disait, j'ai mal chez les autres. Et d'avoir cette espèce d'inquiétude sur les gens qui souffrent et ne pas se dire, il n'y a que moi, après tout, si je suis privilégié, c'est ça qui compte. Voilà. C'est déjà ce désir de vouloir compatir avec les autres, parce que, vous savez, moi je ne suis pas un écrivain bien pensant, hein. J'écris beaucoup sur beaucoup d'auteurs presque érotiques, mais la faculté que j'aime, c'est la faculté d'indignation, et la qualité que je préfère chez un écrivain, chez n'importe qui, c'est la bonté. Voilà. Beaucoup plus que l'intelligence. Moi j'aime bien les gens intelligents. Mais par-dessus toutes les autres qualités, ce qui me paraît le plus fort, le plus lumineux, c'est la bonté. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci Jean-Marie Roy pour cet échange autour de votre dernier ouvrage, donc Mes révoltes, publié aux éditions Gallimard. Merci pour toute la sincérité que vous avez mis dans ce partage. Merci.